Bienvenue. Bienvenue à la première conférence buissonnière de l'Association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt. Merci à tous d'être présents ce soir pour la première diffusion sur le net d'une de nos conférences. Albert Samin, poète français, a écrit « Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme ». Il est vrai qu'en ce février 2021, sous couvre-feu, les soirées sont des fois étranges. Se retrouver par caméra et écran interposé peut être étrange, mais cela ne fait-il déjà pas partie de notre nouvelle normalité? Cela étant dit, malgré les écrans qui nous séparent, nous vous invitons à poser vos questions aux conférenciers tout au long de la diffusion de cette première par l'intermédiaire du chat YouTube. Immédiatement après la conférence, nous ouvrirons une visioconférence pour une session de questions-réponses, en live cette fois-ci. Cette visioconférence sera accessible par tous par l'intermédiaire de la page d'accueil du site internet de notre association www.ajvof.net. Un bandeau défilera lors de la conférence pour rappeler l'adresse du site. Mais revenons au poète. Il est étrange soir où les fleurs ont une âme. En ce qui concerne l'âme des plantes, n'y est-il pas allé un peu fort? Certes, les plantes sont pas des choses, elles vivent, bel et bien, au moins de façon végétative. Ce soir, nous allons essayer d'être plus précis. Avec quel sens vivent-elles? Est-il légitime d'avancer que les plantes souffrent? Est-il légitime d'avancer que les fleurs ressentent, voient, communiquent, voire aiment la musique classique? Serait-elle intelligente? Pour éclairer, nous sommes très heureux d'accueillir M. François Bernier, professeur à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la biologie des plantes. Monsieur Bernier, les plantes sont-elles même intelligentes? C'est une très grande question qui est très discutée à l'heure actuelle et c'est une question à laquelle j'ai été amené à m'intéresser puisque, à titre de professeur, donc c'est une question que des étudiants me posent souvent, donc depuis quelques années. J'interviens aussi dans une structure qui s'appelle la Maison pour la science où j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs enseignants qui se posent aussi la même question. Et finalement, à titre de chercheur dans le domaine de la biologie des plantes, je me pose légitimement la question, c'est comment faire pour vérifier si les plantes sont intelligentes ou non, et les démonstrations qu'on nous présente aujourd'hui, sont-elles valables ou pas? Mais avant tout, pour aborder un sujet comme ceci, il faut définir bien les termes, puisqu'on parle d'intelligence, c'est qu'est-ce que c'est qu'une intelligence? Et si je faisais cette conférence en direct avec un public devant moi, je leur poserais la question et j'aurais, donc comme je l'ai indiqué sur cette première diapositive, j'aurais une série de réponses où les gens me diraient l'intelligence, c'est connaître, c'est savoir, c'est penser, c'est communiquer. D'autres me diraient que c'est être conscient, élaborer des stratégies, résoudre des problèmes, avoir de la mémoire, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de réponses, pas contradictoires, mais qui sont quand même très différentes. Et la question de savoir maintenant, est-ce qu'on peut attribuer aux plantes toutes ces définitions qu'on donne à l'intelligence, qui sont en général basées sur ce qu'on connaît de l'humain. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même mettre des choses au clair, parce que pour certaines personnes, de moins en moins, j'espère aujourd'hui, l'intelligence, c'est l'apanage de l'espèce humaine. Donc, et si on se dit que l'intelligence, ce n'est que l'espèce humaine, c'est pas la peine d'aller plus loin et de discuter des plantes. Donc, je crois qu'il faut quand même faire le point et dire que tout le monde s'entend aujourd'hui pour dire que les animaux sont intelligents. Donc, plusieurs manifestations, je l'ai illustré ici par le singe, par le chien, et pour ceux qui ont des animaux domestiques, je pense que personne ne dira qu'un animal domestique n'est pas intelligent. On sait maintenant que le poulpe présente une forme d'intelligence assez élaborée, démontrée de façon très, très scientifique, de même que les oiseaux, et en particulier les corvidés, donc sont capables de résoudre des problèmes, justement, qui leur sont posés et qui sont tout à fait nouveaux.
Donc, je crois que là, on peut s'entendre là-dessus. Les animaux sont intelligents, selon tous les critères que j'ai énumérés auparavant. Et en passant, donc, si le sujet de l'intelligence des plantes, des animaux, pardon, vous intéresse, il y a un bouquin que je vous recommande, qui est écrit par un chercheur très sérieux. Et le bouquin a l'avantage de présenter à la fois les résultats, mais aussi la méthode scientifique qui permet de valider ces résultats. Et donc, j'ai indiqué ici à la fois la version originale du bouquin qui est en anglais et la version française aussi, si vous préférez donc lire la traduction. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi, depuis 2, 3, 4 ans, donc, cette question de l'intelligence des plantes a ressurgi, parce que finalement, depuis je dirais toujours, hein, la question ne s'était pas posée. On considérait les plantes comme étant inertes et faisant partie du paysage, et à la limite du vivant, dans certains cas. Et tout à coup, donc, tout le monde parle d'intelligence des plantes. Donc, comment est-ce que ce phénomène a surgi? Donc, il y a d'abord une série de bouquins qui a été initiée par un ingénieur forestier allemand, donc, qui a écrit ce bouquin qui s'est vendu des millions d'exemplaires, qui s'appelle La vie secrète des arbres. Et puis, sur sa lancée, il a continué. Donc, il a écrit La vie secrète des animaux. Et puis après, ben, il a parlé des réseaux de champignons et autres au niveau du sol qui lient ces arbres. Et donc, il a appelé ça le réseau secret de la nature. Donc, ces bouquins sont intéressants, racontent des faits qui sont vérifiables, vérifiés, sauf que l'interprétation parfois devient un petit peu hasardeuse. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les titres de ces ouvrages, c'est qu'avec ce genre d'auteur, ben, tout est secret. Et donc, il nous raconte des choses et qui sont secrètes, et donc il nous révèle des choses, et ça rend le tout encore plus mystérieux, plus attractif, et ce qui explique en grande partie le succès de ces ouvrages. Et sur cette lancée, je dirais, on a vu apparaître ensuite toute une série d'autres ouvrages du même type, et aussi amené par un chercheur, donc, qui est l'auteur des deux premiers ouvrages que je présente ici, donc Stefano Mancuso, qui est un chercheur italien, et qui a lui aussi travaillé donc, en tant que chercheur et en tant qu'auteur donc, sur la question de l'intelligence des plantes. Et donc, encore une fois, comme je disais, toute une série d'autres bouquins, j'en montre quelques-uns, mais il y en a des dizaines maintenant qui existent, qu'on trouve facilement, et qui sont tous bâtis à peu près de la même façon. Je ne les ai pas tous lus, mais quand on les lit, on se rend compte qu'effectivement, les ouvrages sont bâtis de la même façon. On présente des faits, encore une fois, qui sont véridiques, qui sont avérés, qu'on peut facilement vérifier. Mais le problème, c'est qu'à partir de ces faits avérés, on échafaude des théories, des explications qui souvent donc, sortent tout à fait de la réalité scientifique. Donc on va beaucoup plus loin. On veut attribuer des propriétés aux plantes qui ne sont pas vraiment démontrées. Et juste pour l'illustrer un petit peu concrètement par un de ces ouvrages, euh, donc, j'ai sorti trois citations de cet ouvrage. Donc, les émotions cachées des plantes. Vous voyez que là, on parle carrément d'émotions chez les plantes. Donc, c'est encore plus que de l'intelligence. Et donc, cet auteur nous dit que les plantes sont dotées d'intelligence, soit, de sensibilité, et il nous parle même de télépathie, donc, ce qui est déjà un peu plus surprenant. Et il nous dit même que cette télépathie a été détectée par des instruments de mesure. Personnellement, je ne connais pas d'instrument de mesure qui puisse détecter la télépathie. Donc, c'est une affirmation plus ou moins surprenante. Deuxième affirmation, on nous dit que, en fait, les animaux sont des végétaux qui ont perdu leur chlorophylle en cours d'évolution. Alors ça va contre ce que tous les biologistes s'entendent aujourd'hui. Donc les animaux ne sont pas des végétaux dégénérés, si on peut dire. Donc c'est tout à fait différent de l'histoire évolutive, encore une fois, sur laquelle tout le monde s'entend. Et donc il persiste, il signe en disant que c'est aujourd'hui prouvé, donc on voit encore le choix des termes, hein, que les plantes nous reconnaissent, nous calculent et réagissent à nos émotions, et qu'elles nous envoient des informations thérapeutiques. Donc ça va très très loin. Maintenant, les plantes nous disent comment nous soigner, et de même des appels au secours éventuellement. Et ça, c'est uniquement dans les 10 premières pages du bouquin. Donc, honnêtement, je suis arrêté là. Donc, j'en avais un petit peu assez. Et j'ai trouvé un seul mot pour qualifier ce genre d'affirmation, pour rester poli aussi. Donc, pour moi, c'est tout à fait consternant comme affirmation. Et donc, c'est ça le problème. Encore une fois, on parle de vérité. Donc, ça présente l'ouvrage comme étant sérieux, puisqu'on présente des faits avérés. Mais l'ouvrage n'est pas en fait pas sérieux. Donc, évidemment, dans la même voie, donc, les magazines d'information scientifique se sont joints
à ceci, à ce phénomène. Donc, il y avait plusieurs numéros spéciaux, j'en montre quelques-uns ici, pour ne pas faire de publicité pour ces revues. Et donc, dans ces numéros spéciaux sur les plantes, il y a des articles scientifiques qui sont tout à fait valables, avérés, par des chercheurs tout à fait sérieux. Mais là, c'est surtout l'emballage qui est un petit peu choc, vous voyez, donc pour annoncer un contenu sérieux, on nous dit, par exemple, elle pense. Donc, ça ne fait pas place beaucoup aux doutes scientifiques, donc on fait une affirmation. Donc, on dit les plantes pensent, mais quand on lit ce qu'il y a dans les articles de ces numéros spéciaux, on se rend compte que ce n'est pas vraiment la conclusion à laquelle on arrive. Monsieur Bernier, c'est une belle introduction, mais revenons au concept d'intelligence. Si on part du principe que l'intelligence requiert de percevoir son environnement, peut-on affirmer que les plantes ont des sens, qu'elles voient, entendent, sentent? Est-ce qu'elles sont capables d'interpréter leur environnement comme le font les animaux? Donc en fait, sont-elles comme nous? C'est effectivement la question fondamentale. Donc, je vais essayer de passer en revue les différents sens que l'on connaît chez l'animal et voir si on peut en effet dire que les plantes ont les mêmes propriétés. Alors, commençons par celle qui est la plus évidente. Si on parle de plantes, on pense à la lumière, évidemment, qui est nécessaire pour leur fonctionnement. Donc, peut-on dire que les plantes voient? Et là, je fais l'affirmation, je dis les plantes voient, mais comme vous voyez, j'ai mis des guillemets, et il y aura beaucoup de guillemets dans cette présentation, donc vous comprendrez pourquoi à la fin. Mais la première question qu'on peut se poser, donc évidemment, on sait que la lumière était essentielle pour les plantes pour vivre, mais est-ce qu'on peut parler finalement de vision? Et pourquoi les plantes verraient-elles? Et comment verraient-elles? Elles n'ont pas d'œil, hein. Et qu'est-ce qu'elles verraient? Donc, question d'étudier un petit peu la question. Et premier exemple qui démontre que les plantes perçoivent la lumière, et c'est un phénomène que tout le monde a observé un jour ou l'autre. Si vous avez une plante chez vous, dans la maison, que vous la laissez près de la fenêtre, donc la plante va s'orienter vers la lumière. Elle va s'orienter, s'incliner vers la lumière. Donc, un phénomène qui a été décrit évidemment il y a très longtemps, entre autres par Darwin lui-même, qui a identifié le fait que la perception de la lumière a lieu à l'extrémité de la tige, parce que si vous coupez celle-ci, la plante ne répond plus à la lumière. Donc, c'est doublement intéressant. Donc, ça veut dire que non seulement la plante perçoit la lumière, mais que cette perception génère un signal qui circule dans la plante, parce que la réponse à ce stimulus n'est pas au site de la perception. Donc, ce qui est déjà donc, un comportement, si on peut dire, assez élaboré. Donc, la réponse est initiée par l'extrémité de la tige, provoque un signal et provoque une réponse. Donc, premier élément de réponse, on peut dire que les plantes voient la lumière. Et pour aller plus loin, est-ce que les plantes voient des images, par exemple? Il faut faire le lien avec l'animal. Et donc, on sait que chez l'animal, on perçoit la lumière dans les organes qui sont les yeux, et que ça se fait au niveau de photorécepteurs qui sont donc, au fond de l'œil. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que l'œil ne fabrique pas l'image, c'est que l'œil transmet ces informations donc, de lumière au cerveau, et que c'est le cerveau qui fabrique l'image. Donc, ce n'est pas l'œil qui voit, l'œil perçoit des lumières et le cerveau va fabriquer une image à partir de cette perception. Et c'est pour ça qu'on est facilement trompé par des illusions d'optique, parce que le cerveau va fabriquer une image en fonction d'éléments parfois qui sont un peu trompeurs. Donc, ces photorécepteurs existent chez les plantes, donc ça c'est bien connu depuis longtemps. Il y a différentes familles de photorécepteurs qui existent, qu'on appelle phytochromes, phototropines et autres. Donc, ce n'est pas le sujet ici, on ne va pas développer. Et chaque catégorie de photorécepteurs donc, répond à des longueurs d'onde différentes, donc on peut percevoir des couleurs différentes aussi. Donc, on peut percevoir à la fois l'intensité de la lumière, son origine, d'où elle vient, et sa longueur d'onde. Donc, est-ce que c'est du bleu, du rouge, du vert, ou ainsi de suite. Donc, différence importante par rapport aux animaux. Comme je le disais, il n'y a pas d'œil chez la plante. Donc, cette perception de lumière, elle est décentralisée. Donc, c'est l'ensemble des feuilles et des tiges de la plante qui perçoivent la lumière. Et puisqu'il n'y a pas ce cerveau qui traite l'information, donc il n'y a pas ce centre de traitement des informations, les plantes, on peut dire qu'elles voient des couleurs, elles ne voient pas d'image. Parce qu'il n'y a pas de système équivalent au cerveau chez les plantes. On n'en connaît pas. Donc, les plantes n'ont pas d'œil. Juste une petite remarque, chez certaines algues microscopiques, qu'on peut facilement trouver dans des mares, des étangs, on voit parfois, tel que la photo l'indique ici, une tache colorée. C'est un regroupement de photorécepteurs. Et donc, on pourrait appeler ça un œil primitif, donc un centre spécialisé de perception des couleurs. Mais encore une fois, ce n'est pas lié à un système nerveux, ce n'est pas lié à un cerveau. Donc, on perçoit la lumière à un endroit précis, mais donc on ne veut pas fabriquer d'image à partir de cette perception. Autre phénomène lié à la lumière, le rythme circadien, c'est-à-dire le fait que les êtres vivants, et tous les êtres vivants,
donc ont des activités différentes entre le jour et la nuit. Donc nous, la nuit, normalement, on dort, et donc le métabolisme aussi change, donc les activités changent. Donc c'est vrai pour les plantes aussi, avec parfois des manifestations visibles, le cas des fleurs qu'on voit ici qui se ferment la nuit, il y a des feuilles comme on voit ici à droite qui vont se replier la nuit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi des changements métaboliques. Donc les réactions ne sont pas les mêmes, donc entre le jour et la nuit. Et donc là, de là, on dira, ah ben c'est comme l'animal, et certains vont extrapoler en disant les plantes dorment, ce qui est encore une fois emprunté un terme au monde animal, mais qui n'a pas une vraie signification donc en termes de physiologie de la plante. Autre phénomène extrêmement important par rapport à la lumière, c'est l'induction de la floraison. Donc tous les jardiniers en particulier savent que les plantes vont fleurir en fonction de la durée du jour. La plupart des plantes sont dites de jour long, donc elles fleurissent au printemps, quand les jours rallongent. Et certaines plantes, comme les chrysanthèmes, sont des plantes de jour court, donc c'est pour ça que les chrysanthèmes vont fleurir à l'automne. Donc les plantes peuvent mesurer, si on veut, la durée du jour. Et si on va aller plus loin, être plus rigoureux, par les expériences que je décris ici rapidement, donc si par exemple on a une plante de jour court, donc elle devrait fleurir lorsque les jours sont courts, donc il est indiqué par la ligne jaune ici, mais on se rend compte que si on interrompt la nuit par quelques minutes de lumière, cette plante qui est en jour court ne fleurit pas. Ce qui veut dire qu'en fait la plante n'a pas mesuré la longueur du jour, mais a mesuré la longueur de la nuit. Donc si la plante de jour court est en fait une plante de nuit longue, et que si on interrompt la nuit, elle est en nuit courte, donc elle ne fleurit pas. Et on peut faire l'équivalent pour une plante de jour long, donc qui fleurit lorsque les jours sont longs, qui ne devrait pas fleurir en jour court, mais de nouveau, si on interrompt la nuit, donc on a créé une nuit courte, et donc cette plante de jour long, qui est une plante de nuit courte, va fleurir. Mais le message important étant qu'encore une fois, que la plante a non seulement perçu la lumière, mais perçu la durée d'illumination ou de manque d'illumination. Un peu plus élaboré, la plante, évidemment, a besoin de lumière, comme on disait, pour fonctionner. Elle a besoin de lumière pour fabriquer donc, son énergie, ses molécules, et pour survivre. Donc, il est essentiel pour la plante de savoir dans quel voisinage elle se trouve, et de savoir s'il n'y a pas à côté d'elle une plante qui va lui faire de l'ombre. Dans ce cas, elle devra essayer de grandir plus pour s'élever et capter la lumière. Alors, comment savoir si à côté de soi, il y a une autre plante, ou s'il n'y a pas un nuage qui passe, ou un animal qui vient temporairement créer de l'ombre. Auquel cas, il n'y a pas besoin de donner de réponse précise, il n'y a qu'à attendre un petit peu, et puis l'animal va partir, et le soleil reviendra. Alors, ça nous ramène au fait que la lumière, évidemment, est composée de plusieurs longueurs d'onde, plusieurs couleurs différentes, de rouge, vert, bleu, infrarouge et autres, et que cette lumière, elle est captée par les feuilles des plantes, et qu'une partie est émise, et une partie va passer, si on veut, au travers de la plante, mais ce qui va passer ne sera pas identique à ce qui a été reçu. Et on va en particulier modifier le rapport entre la lumière rouge et la lumière infrarouge. La lumière rouge est très absorbée par la plante, c'est pour ça qu'elle est verte, elle émet la lumière verte, alors que l'infrarouge est très peu absorbé. Ce qui veut dire que si vous avez une plante, le rapport rouge sur infrarouge va être très modifié pour la plante qui est située à côté, ou en dessous. Donc, si ce rapport infrarouge sur rouge n'est pas modifié, la plante sait, entre guillemets, toujours que l'obstacle n'est pas une autre plante, et donc on ne va pas s'en soucier. Si par contre le rapport rouge sur infrarouge a été modifié, la plante sait qu'il y a au-dessus d'elle une autre plante, et que là, elle devra donc accélérer sa croissance pour aller se procurer la lumière dont elle a besoin. Donc, ce n'est plus juste savoir est-ce qu'il y a de la lumière ou pas, c'est savoir quel est le type de lumière qui atteint la plante. Tout ça est possible parce qu'il y a plusieurs photorécepteurs différents, sensibles à différentes longueurs d'onde différentes. Et par contre, si vous vous mettez entre la plante et le soleil, la plante, entre guillemets, saura que vous êtes là, mais évidemment, elle ne saura pas qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et à quel moment vous allez partir. Donc, pour résumer ce premier sens de la plante, donc, la lumière est fondamentale, la plante perçoit la lumière de bien des façons, et si on allait plus loin, on pourrait dire que tous les processus de croissance, de développement de la plante sont influencés par la lumière. Le schéma indique qu'en commençant par la germination des graines, donc plusieurs graines ont besoin de lumière pour germer, ce phénomène de plante qui peut détecter d'autres plantes et savoir si elle doit s'allonger ou pas. On a parlé de la floraison et autres, donc tous les phénomènes de la plante, de sa vie, de sa croissance sont liés à la lumière.
Deuxième élément fondamental pour la plante, c'est de détecter le champ gravitationnel, savoir où est le bas et le haut. Pour une raison très simple, on veut que les tiges se dirigent vers le haut et les racines vers le bas, et pas l'inverse, sinon ce serait assez catastrophique pour la plante. Et là aussi, on parle d'expérience très classique, on sait que si vous placez la plante sur le côté, donc très rapidement, quelques heures, quelques jours, vous allez voir que les tiges et les racines vont se replier, et de sorte que les tiges vont toujours se diriger vers le haut et les racines vers le bas. Et de nouveau, c'est un processus dont on connaît l'origine. On sait que c'est l'extrémité des racines qui perçoit le champ gravitationnel. Donc, si vous coupez l'extrémité de la racine, donc la plante ne saura pas où est le bas au niveau des racines. Et pour les tiges, donc c'est plus diffus. Donc, il y a des récepteurs au niveau de l'ensemble des tiges qui permettent à la plante de savoir vers où se diriger. Mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le soleil qui oriente la croissance des tiges vers le haut. Ce qui serait déjà un petit peu surprenant, surtout dans nos latitudes. Le soleil n'est jamais au-dessus de nous. Donc, la plante ne pourrait, et en plus, il change continuellement de position, donc la plante ne pourrait pas s'orienter sur le soleil pour croître vers le haut. Donc, c'est purement le champ gravitationnel. On entre ensuite dans l'aspect sentir, sachant qu'on met trois sens différents sous le verbe sentir. Donc, d'abord le toucher, et on sait que les plantes détectent le toucher. Il y a évidemment les cas classiques et spectaculaires de la plante carnivore qui se referme sur l'insecte, donc les dionnées. Donc la plante détecte l'insecte qui la touche. Il y a le cas du Mimosa pudica, une plante que plusieurs personnes ont déjà vue. Il s'agit de toucher un petit peu les feuilles et les feuilles se replient. Donc c'est une réponse de défense de la plante contre les herbivores. Donc le contact physique est perçu par la plante et provoque une réaction physiologique chez la plante. C'est aussi important pour les plantes grimpantes. Et sur cette petite vidéo, on voit déjà une première information intéressante. On dit toujours que les plantes ne bougent pas. Et c'est juste une question de référentiel, je dirais. Elles n'ont pas le même rythme que nous. Donc, il s'agit d'accélérer un peu l'image qu'on a de la plante et on voit que cette plante grimpante, ben, elle bouge beaucoup. Et comment la plante grimpante trouve le substrat pour grimper, on l'a vu sur la vidéo. Donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et quand elle touche quelque chose, donc elle perçoit qu'elle a touché quelque chose et elle commence à s'enrouler autour de ce support. Donc, ici, c'est un tuteur qu'on lui a placé. Donc, la plante grimpante a détecté son support par le toucher. Mais donc là, il faut faire attention parce que si on revient aux gens qui ont des plantes chez eux et qui aiment bien leurs plantes et qui veulent bien s'en occuper, donc on pourrait penser que les plantes sont comme les animaux domestiques et qu'elles aiment bien être caressées. Et ce n'est pas du tout le cas. Pour la plante, le contact physique est plutôt un stress. C'est plutôt le signe qu'un insecte, une chenille ou un herbivore est en train d'essayer de la manger. Et plus vous touchez vos plantes, plus vous les stressez. Et si, à la limite, si vous touchez trop vos plantes, vous pouvez même les tuer. Donc, ça devient un stress qui est extrêmement fort. Donc, si vous aimez vos plantes, donc arrosez-les, mettez de l'engrais, donnez-leur de la lumière, mais surtout, donc, touchez-les le moins possible. Et c'est ce qui provoque justement ce phénomène de perception du toucher des plantes qui ont des formes particulières. Ici, on a un arbre qui est soumis, on comprend, donc à un vent fort régulier. Et ce n'est pas le vent lui-même qui a plié la plante, c'est la plante qui, en percevant le vent, qui est encore une fois physiquement un facteur donc, de contact, donc la plante a réagi en poussant dans le sens opposé. Je n'irai pas plus loin sur cette perception du toucher. Je vais juste ajouter là aussi, sans donner de détails, que les plantes perçoivent aussi évidemment la chaleur et le froid. Ils vont s'adapter évidemment en conséquence au niveau physiologique. Deuxième signification du verbe sentir, l'odorat. Donc, est-ce que les plantes sentent? Évidemment, comme pour les yeux et la vue, elles n'ont pas de nez. Pourtant, les plantes peuvent détecter des odeurs, sachant que les odeurs sont des molécules qui flottent dans l'air. L'exemple type, c'est le cas de l'éthylène. Donc, on sait que l'éthylène est un gaz, pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis la formule chimique, très simple, qui fait mûrir les fruits. Et différentes expériences peuvent montrer facilement cet effet-là. Vous mettez dans un sachet plastique un fruit pas mûr, avec par exemple une banane qui est mûre, et on verra que par rapport au sachet où il n'y a pas de banane, le fruit aura mûri plus rapidement. Et pour la banane, c'est justement la façon dont on procède pour les avoir dans nos régions. Donc, on importe les bananes vertes, pas mûres, et on les met dans des immenses entrepôts où on injecte de l'éthylène, et on va ainsi mimer le processus naturel de mûrissement du fruit. Donc, la plante a senti, encore une fois, si on veut, l'odeur qui était l'éthylène dans ce cas-là.
Deuxième exemple, on va revenir à une petite vidéo. Donc, vous connaissez sans doute la cuscute, qui est une plante parasite, une espèce de tige jaunâtre qui s'enroule autour de sa victime et ensuite qui va établir des liens et aller se nourrir de cette plante-là. Donc, c'est vraiment un très, très bon parasite. Donc, on voit la germination de cette plante, tout à fait classique, hein, ce sont des graines qui tombent au sol et qui germent, et qui, au lieu de mettre en place une machinerie de photosynthèse, vont chercher donc une victime. Et de nouveau, on voit le mouvement en accéléré. Donc la plante tourne, c'est la façon de trouver quelque chose. Et on voit ici qu'il y a deux cuscutes qui sont enroulées l'une autour de l'autre. Et ce n'est pas ce qu'elles voulaient. Donc elles ont quand même des préférences. Et donc ensuite, elles ont trouvé une plante qui leur plaît dans ce cas-là. Et donc commencent à s'enrouler autour. Et vont peu à peu établir un contact et aller puiser dans la plante haute la matière dont elles ont besoin pour survivre. Donc la plante, la cuscute, elle a des préférences. Et si on lui offre le choix entre un plant de blé et un plant de tomate, elle va s'enrouler autour du plant de tomate et pas du plant de blé. Alors, comment est-ce que cette cuscute choisit sa victime? Et pendant qu'on voit la fin du film, qui finit par ressembler, vous allez voir, à un film d'horreur, on peut imaginer que certains scénaristes, d'ailleurs, s'en sont inspirés, parce que lorsque la cuscute, on le voit ici, a établi le contact, ensuite repartent certaines ramifications qui vont chercher à l'infecter donc d'autres plantes à côté et pour s'en nourrir. Et encore une fois, en ayant donc une préférence pour certaines plantes. Et comment est-ce que la cuscute saura que la plante lui plaît ou pas? C'est qu'elle aura détecté des molécules spécifiques de cette plante. Donc, pour faire un petit peu d'humour, on dirait que si l'argent n'a pas d'odeur, les plantes, elles, ont bien une odeur et que la cuscute sait très bien reconnaître. Et donc, troisième signification du mot sentir, donc le goût. Donc, est-ce que les plantes peuvent détecter des molécules comme nous quand on mange? Le goût de l'aliment provient là aussi de contact avec un récepteur des molécules spécifiques de ce qu'on mange. On le voit très bien au niveau du développement du système racinaire de la plante, tel qu'illustré ici. Donc, on a différentes plantes qu'on a fait pousser dans des milieux où artificiellement, on a placé des strates enrichies en éléments nutritifs pour la plante. Et ce qu'on voit, la réponse de la plante est très claire, c'est que son système racinaire s'est développé davantage à l'endroit où les éléments nutritifs sont abondants. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, que la plante a pu détecter la présence de ces éléments nutritifs, donc de ces molécules, et a répondu par une croissance plus importante des racines à ce niveau-là. Donc, la plante a, si on veut, goûté le sol et trouvé là où c'était davantage favorable pour son développement. Ensuite, on arrive à un caractère donc, qui génère beaucoup de malentendus, c'est le cas de dire. Est-ce que les plantes entendent? Et encore une fois, ben, les plantes n'ont pas d'oreilles. Et avec toute la question, est-ce qu'on doit parler aux plantes? Est-ce que ça aide leur croissance? Et est-ce que c'est bon pour elles? Donc, ce qu'on sait maintenant, de façon plus sérieuse, c'est que les plantes, en fait, ça a été bien démontré, perçoivent en fait des vibrations. Et on le voit ici, donc c'est pas très évident. On a une chenille qui est en train de manger une feuille d'une plante. Et la question qui s'est posée, c'est comment est-ce que, et on sait que la plante va répondre, va essayer de se défendre de cette agression, mais comment la plante peut-elle savoir qu'elle est attaquée par une chenille? Et ce qui a été trouvé, c'est que le fait que la chenille mange la feuille génère des vibrations qui ont une fréquence et des caractères particuliers. Et les montages expérimentaux qui ont été faits ici en bas consistent à faire entendre à la plante ces mêmes vibrations en l'absence de la chenille. Et ce qu'on a constaté, c'est que la plante se comporte comme si la chenille était présente, même si elle n'est pas là. Donc, ce qui était une plus belle démonstration que le signal perçu par la plante, c'est bel et bien la vibration, qui est un indice pour elle que la plante qu'elle est en train d'être consommée par la chenille. Ça a été aussi démontré dans un autre contexte, donc avec une fleur qui perçoit soit le vol d'une chauve-souris, soit le vol d'un insecte pollinisateur. Évidemment, tout le monde sait que ça provoque des fréquences de son qui sont différentes, le bruit de l'abeille étant très aigu, donc n'étant pas le même que le vol de la chauve-souris. Et ce qu'on a observé, c'est que la fleur perçoit ces vibrations, et que si c'est une chauve-souris, ça ne provoque strictement aucune réponse, la chauve-souris n'étant pas un pollinisateur de cette fleur-là, mais si la fleur perçoit des vibrations de l'insecte, on observe, indiqué par la courbe en bas, augmentation de la quantité de sucre dans le nectar de la fleur. Donc, la fleur percevant qu'il y a des insectes, donc, et les attirant par le sucre
donc, se dit, entre guillemets, toujours, qu'il y a donc un insecte dans le coin, il y a des insectes dans le coin, donc elle leur prépare donc, du sucre pour les récompenser de venir se poser sur la fleur et assurer la pollinisation. Et si vous cachez la fleur par un mécanisme quelconque, un sachet en plastique ou quoi que ce soit, qui empêche les vibrations de passer, donc la présence d'un insecte ne va pas provoquer cette réaction au niveau de la fleur. Donc réponse, encore une fois, très sophistiquée, donc qui dépend de la perception de vibration. Tout à fait passionnant, tout à fait passionnant. Donc les fleurs perçoivent et les fleurs, voilà, on ne va pas dire qu'elles entendent et qu'elles voient, mais elles perçoivent des signaux. Alors qui dit signaux dit est-ce qu'elles communiquent? Est-ce que les plantes communiquent? Euh, Certains disaient si les extraterrestres existaient, ils devraient être là depuis longtemps. Alors, qu'attendent les plantes pour communiquer avec nous, Monsieur Bernier? Oui, c'est là où il y a le plus de confusion récemment dans cette histoire d'intelligence des plantes. Et là aussi, toute une série d'ouvrages, d'articles, de sites web et autres qui nous disent qu'on peut communiquer avec les plantes. J'ai choisi celui-ci parce que c'est le plus radical et un des plus nouveaux, où le titre est sans équivoque. Donc, c'est l'auteur qui nous raconte je parle aux plantes, et non seulement je parle aux plantes, mais elles me répondent. Et donc, dans le petit extrait du livre que j'ai ajouté ici à droite, donc on se rend compte que la plante parle, elle a un langage très élaboré qui respecte les règles de la grammaire d'ailleurs, hein, donc où la plante explique à l'auteur que voilà, tu es passé à côté de moi sans me regarder, je suis heureux maintenant que tu t'intéresses à moi, et ainsi de suite. Et en plus, on remarque que la plante, elle parle français. C'est très intéressant d'ailleurs, sachant que la plupart des plantes qu'on a ici viennent d'autres pays, donc elles ont quand même aussi appris le français et peuvent nous parler en français. Donc on suppose que les plantes en Angleterre parlent anglais et en Chine parlent le chinois. Donc on voit déjà vers quel genre de dérive ça nous mène et à quoi donc ce genre d'argument en lui-même donc suffit à nous dire que la plante ne parle pas comme nous. Alors ça donne lieu aussi à toute une vague aujourd'hui à la mode de ce qu'on appelle la sylvothérapie, donc se soigner par les arbres. Donc on voit ces gens qui vont dans la forêt et qui trouvent l'arbre qui leur convient, parce qu'il y a un échange préalable. Et donc ensuite, on va enlacer l'arbre qui va nous communiquer ses ondes positives et va nous guérir de plein de maladies. Donc j'ai aucun doute que le fait d'aller en forêt donc, est une expérience qui est très bonne pour la santé, relaxante et qui a plein d'effets bénéfiques. Je suis loin de convaincu, il n'y a aucune évidence d'ailleurs qui le montre, que l'arbre nous communique quoi que ce soit. Et donc là, vous voyez, là aussi, on a des titres qui sont tout à fait sans équivoque. Hein, ces arbres qui nous veulent du bien. Et la sylvothérapie, donc le pouvoir bienfaisant des arbres. Et ça, en titre de biologiste, entre autres, cette notion d'arbres qui nous veulent du bien, ça me fait un petit peu sourire, parce qu'il faut toujours se replacer dans le contexte de l'histoire de la vie sur Terre. Donc on a ici, sur cette figure un peu compliquée, l'histoire des 3,8 milliards d'années de vie sur la Terre, où on voit qu'évidemment, au départ, tout se passe dans l'eau, et que les plantes terrestres, les premières plantes terrestres apparaissent il y a quand même moins 420 millions d'années environ. Ensuite, évidemment, il y a toute une succession d'animaux qui vont arriver sur la surface de la planète, et notre ancêtre arrive il y a 2 millions d'années, et l'espèce humaine en tant que telle apparaît il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc la question qu'on pose quand on regarde ceci, ben, pourquoi les plantes apparues il y a 420 millions d'années et qui ont vécu pendant 420 millions d'années sur la Terre sans la présence de l'homme, pourquoi tout à coup nous voudraient-elles du bien? Donc elles ont évolué bien avant nous, sans nous, et en se fichant complètement de nous. Et il n'y a aucune raison pour que la plante décide qu'elle veut du bien à l'homme. Alors qu'en fait, l'homme, ce qu'il fait plutôt, c'est de détruire les plantes. Donc ce serait une double raison pour que les plantes ne cherchent pas à nous aider. Ah oui, très intéressant. Donc finalement, elle ne cherche pas trop à communiquer avec nous parce que nous sommes plutôt très insignifiants pour elle. Mais cela étant dit, revenons-en au sens des plantes. On a bien dit qu'elles ressentaient, qu'elles éprouvaient, qu'elles reconnaissaient des signes. Et donc l'ensemble de ces informations qu'elles obtiennent ne leur permettent-elles pas d'accumuler une certaine forme de connaissance, voire de conscience? On en revient un peu à notre poète. Les plantes, elles, une conscience, une âme, qu'en est-il? Oui, c'est effectivement là où ça devient un peu plus difficile. Donc, une fois qu'on a établi que les plantes ont des sens, et ça, il n'y a aucun doute à ce niveau-là,
qu'est-ce qu'elles en font de ces sens? Et est-ce que ça leur permet effectivement une forme de conscience? Alors, première chose qu'on peut dire, qui est assez évidente, mais très évidente, c'est que grâce à leur sens, les plantes peuvent se situer dans l'espace. Encore une fois, maintenant les guillemets qui s'imposent. Donc, les plantes percevant la lumière, percevant les contacts physiques et percevant le champ gravitationnel. Donc, on peut dire qu'elles savent où elles sont, elles savent où elles se développent, et ils savent, encore une fois, dans quelle direction elles peuvent pousser. Avec toujours cette notion importante par rapport aux animaux, que la perception de ces stimuli se fait de façon dispersée sur l'ensemble de la plante et pas par des récepteurs spécifiques qu'on connaît chez l'animal. Il faut bien insister sur la différence entre l'animal et la plante. Ensuite, la notion de communication, ou si on veut, d'échange d'informations. Donc, c'est là un grand sujet, c'est l'objet de recherches extrêmement importantes aujourd'hui, extrêmement sérieuses, qui sont une remise en perspective complète de notre façon de voir le monde des plantes. Donc, j'ai choisi quelques exemples pour illustrer. Donc, on sait que dans le sol, on a autour du système racinaire de la plante toute une gamme de bactéries, de champignons, de virus, de nématodes et d'autres petits insectes qui ne sont pas des parasites de la plante, qui ne sont pas des pathogènes de la plante, mais qui, au contraire, l'aident à se développer. Et donc, de plus en plus, on a introduit cette notion de communauté, que la plante n'est pas un être isolé, c'est une espèce d'écosystème, si on veut, en elle-même. Et on a donc détourné un peu le 3W qu'on connaît bien pour Internet, en l'appelant le Wood Wide Web, donc le réseau qui existe dans la forêt, et qui fait qu'effectivement, on ne peut plus considérer l'arbre comme étant un être isolé, mais c'est un être donc au contact de plein d'autres êtres vivants, dans des relations qui profitent à tous. On peut l'illustrer très concrètement aussi par la croissance des racines, j'y reviens, parce qu'on a dit tout à l'heure, les racines détectent le champ gravitationnel, ils poussent vers le bas. Donc on sait que ce n'est pas si simple, sinon on n'aurait que des systèmes racinaires qui ressemblent à ceux-ci. On sait que les systèmes racinaires se développent parfois à la verticale, à l'horizontale, pour explorer un grand volume de sol. Et on sait, si on regarde bien, ce qui n'est pas illustré sur la figure-là, c'est que si on a deux arbres côte à côte, que les systèmes racinaires vont détecter la présence l'un de l'autre, en quelque sorte chercher à s'éviter. Donc, les racines sont capables de se détecter d'autres racines, des obstacles du sol, et de pousser en conséquence. Si on parle d'échange d'informations, on peut aussi revenir à ce qui se passe en surface, et revenir à cette notion de signaux chimiques dont j'ai parlé pour le goût et l'odorat. Donc, les plantes émettent des molécules qu'on dit volatiles. Par exemple, les parfums floraux sont des molécules qui sont émises dans l'air et qui vont, par exemple, attirer les insectes pollinisateurs. Donc, c'est un message, c'est une forme de communication, si on veut, où l'insecte fait sa publicité en disant, ou la plante, pardon, fait sa publicité en disant à l'insecte, voilà, viens voir ma fleur, elle est très jolie, elle est colorée, il y a plein de sucre, donc viens visiter cette fleur-là, et en retour, tu auras du nectar, tu auras du sucre et ça va te nourrir. Donc, c'est un échange d'informations, effectivement. Et j'ai parlé de la couleur des fleurs, donc ce stimulus visuel, c'est aussi un mode de communication. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Bernard, en vous écoutant. Vous employez des mots qui me titillent l'oreille. Savoir, détecter, échanger, choisir. C'est très troublant. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que finalement, oui, elles sont comme nous? Oui, c'est tout le problème, et je reviendrai un peu tout à l'heure aussi, mais c'est essentiellement un problème de sémantique. Donc, on emploie des termes qu'on connaît pour l'animal, pour l'humain, et on les transpose aux plantes. Et ça mérite d'être facile à comprendre. Ça a peut-être le mérite aussi à l'inverse, de ne pas bien éclaircir la situation. Donc, je poursuis quelques exemples concrets de communication pour voir justement qu'est-ce qu'on entend par là. Et de façon, encore une fois, un petit peu, pour faire un peu d'humour, donc je dis que les plantes ont des migraines, puisqu'on sait que le composant de base de l'aspirine, qui est l'acide acétylsalicylique, est un produit qui dérive des plantes. Donc on l'a trouvé d'abord chez le saule blanc, mais on sait maintenant qu'il y en a dans toutes les plantes. Et on sait que c'est un signal de défense pour la plante. Alors qu'est-ce qui se passe si la plante est attaquée? Si quelques feuilles sont attaquées par un insecte, par exemple, on voudra, pour limiter les dégâts, que les autres feuilles se défendent avant l'arrivée de l'insecte, ce qui est évidemment plus efficace. Si on met en place les défenses avant l'arrivée du pathogène, la plante se défend mieux. Alors comment la plante peut signaler à des feuilles qu'il y a une attaque en cours? Elle va émettre des signaux, donc qui est un dérivé d'acide salicylique, qui est un signal volatile qui se propage dans l'air. Et ce signal va aller prévenir d'autres feuilles qu'il y a une attaque en cours, donc qu'il faut se défendre.
Et forcément, ce signal circulant dans l'air va aussi être perçu par d'autres plantes de la même espèce ou d'autres espèces. Et c'est là qu'on va chercher à aller plus loin en disant est-ce qu'il n'y a pas une forme d'altruisme chez la plante qui cherche à protéger ses voisines. Ce qui est en fait juste un accident du fait que le signal étant volatile ne va pas se limiter à la même plante. Et moi, je dis, est-ce que ce n'est pas en fait plutôt une forme d'égoïsme? Parce qu'on sait très bien, et on connaît la situation actuelle avec l'infection par le coronavirus, que la meilleure façon de ne pas être malade, c'est que ses voisins ne soient pas malades, ou que les personnes avec qui on est en contact ne soient pas malades. Donc la plante, en protégeant ses voisines, elle a peut-être simplement une attitude très égoïste, et donc elle se protège elle-même. Deuxième exemple, je reviens à la détection donc, de ses voisines. Donc ici, c'est sur une expérience de boîte de pétri, où on a donc deux sections séparées par une membrane qui ne permet pas le contact physique, mais permet les échanges de molécules. Donc on en revient toujours à la notion que la communication chez les plantes, c'est un échange de molécules, et perception de molécules par des récepteurs. Donc on a une plante toute seule, qui se développe très bien, une plante dans chaque compartiment, donc les deux se développent très bien. Mais quand on met plusieurs plantes dans un même compartiment, on observe que celle qui est toute seule se développe moins bien qu'avant. Et plus il y a de plantes, plus l'effet est prononcé. Donc cette plante-ci détecte la présence d'un grand nombre de plantes près d'elle et ajuste sa croissance en se disant, toujours avec les guillemets qui s'imposent, que puisqu'on a une espèce de surpopulation, donc l'espace devrait être limité et elle va limiter sa propre croissance. Mais, j'insiste, donc, ce n'est pas par des contacts physiques, c'est par des échanges de molécules, donc communication au niveau moléculaire. Et un troisième exemple très différent, pour un petit peu mettre à mal la notion un peu idyllique, parce que pour nous, le monde des plantes, le monde des fleurs, c'est le paradis, hein, c'est le monde des bisounours, si on peut dire, pour des plantes. Donc tout est beau, les plantes sont très gentilles, elles sont gentilles avec nous, avec elles. Donc c'est tout l'inverse. Donc le monde des plantes est un monde qui est très violent. Et comme toujours, l'espèce humaine n'a rien inventé quand on a inventé la guerre chimique. La guerre chimique, ça existe chez les plantes. Donc les plantes combattent des pathogènes de façon chimique, parce qu'elles ne peuvent pas fuir pour se cacher d'un pathogène. Donc elles vont produire des molécules toxiques pour se défendre. Et d'ailleurs, la plupart des plantes sont toxiques. Et ça va même plus loin. Des plantes vont se combattre entre elles, ce qu'on appelle de l'allélopathie. Donc une plante va essayer d'occuper à elle seule un territoire en essayant d'empêcher la germination des graines ou la croissance d'autres plantes dans son environnement. Donc, ce qui pour nous est une image très jolie quand on voit une forêt, un jardin, quoi que ce soit. Donc, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a des phénomènes très violents qui se passent à ce niveau-là, et qui sont des phénomènes de perception, de communication, d'échange d'informations. Et autre point encore peut-être plus surprenant, mais avec toujours les guillemets qui s'imposent. Donc, on sait que les fleurs sont le site de la reproduction sexuée des plantes, et que le principe de la reproduction sexuée, que ce soit pour les plantes ou les animaux, c'est d'avoir un brassage génétique. Donc on veut avoir une fleur, une plante qui se reproduit avec une autre plante et pas avec elle-même. Mais la plante, elle reçoit du pollen amené par le vent, amené par l'insecte, sans qu'il y ait eu de choix préalable à faire. Alors comment la plante peut-elle savoir qu'un grain de pollen vient d'elle-même ou vient d'une autre plante? Et là aussi, par des contacts moléculaires que je ne vais pas détailler, la plante sait reconnaître un grain de pollen. Elle sait dire, celui-ci, il vient de moi, je le refuse, et celui-ci, il vient d'une autre fleur, donc je l'accepte. Donc c'est une décision qui est prise grain de pollen par grain de pollen. Donc on pourrait dire que finalement, la plante, elle a un peu une notion, si on veut, de son identité propre. Et finalement, là, ça devient encore plus troublant, si on parle d'intelligence, si on parle de réponse à son environnement. On peut dire que les plantes font des choix. Donc, je vais l'illustrer aussi par quelques exemples. On sait, encore une fois, tous ceux qui font du jardinage, qui plantent des arbres, des fleurs, savent que lorsqu'on plante une graine, on a plusieurs facteurs qui interviennent pour dire si cette graine va germer ou pas. Et comme on a discuté un peu pour les fleurs, on sait que plusieurs facteurs extérieurs, dont la lumière, vont déterminer si la fleur va se former ou pas, si la plante va fleurir ou pas. Donc, ce sont des phénomènes que j'ai énumérés ici. Et on sait que pour la floraison, la taille de la plante est aussi un facteur important. Certaines plantes vont fleurir de toute façon, peu importe les conditions extérieures, lorsqu'elles atteignent une certaine taille. Et la température intervient. Comme toujours, tout ce qui est élément nutritif intervient dans ces choix. Et pour la graine, ce qu'on appelle les téguments, l'enveloppe de la graine, détermine si la graine va se réhydrater ou pas et s'il y aura germination ou pas.
Donc la plante est toujours confrontée à deux alternatives. Je fleuris ou je fleuris pas. Je germe ou je germe pas pour la graine. Et c'est une décision qui sera basée sur plusieurs facteurs qui peuvent être opposés. On peut dire pour la graine, il y a de l'eau, donc je devrais germer, mais il fait trop froid, donc je ne germe pas. Donc la plante, encore une fois, doit faire un choix, parce qu'on ne peut pas germer un peu ou beaucoup, ou bien on germe, ou bien on ne germe pas. Même principe pour la ramification des plantes. Donc le fait que la plante ait un port plutôt buissonnant ou bien un tronc très élevé avec des branches au sommet. Donc on sait que ça dépend de ses bourgeons axillaires. Donc ceux qui connaissent un peu les plantes savent que si on regarde bien la plante, au point de sur une feuille, sur une tige, on a un bourgeon. Ce bourgeon peut rester dormant et s'il se réveille, il donne naissance à une ramification de la tige principale. Donc on a ici à droite deux arbres qui sont tout à fait identiques a priori. Et évidemment, celui de gauche a poussé de façon isolée et celui de droite a poussé dans une forêt. Donc, quelque part, il a détecté la présence de plantes voisines et a fait le choix, toujours avec les guillemets qui s'imposent, de ne pas activer les bourgeons axillaires en bas de la plante pour ne pas créer des branches là où, de toute façon, il y avait d'autres branches qui existaient. Et donc, il a eu une croissance plus importante et des ramifications au lieu au sommet de la plante. Donc, il y a une perception de l'environnement et une réponse à cet environnement. Et finalement, récemment, on commence à parler de la notion de mémoire. Il veut dire que les plantes ont peut-être de la mémoire. Et donc là aussi, il y a des exemples tout à fait bien documentés qui ne sont pas nécessairement récents. Je reviens au cas de la dionée, qui peut capturer les insectes. Donc on sait que ce n'est pas si simple, il ne s'agit pas que l'insecte se pose sur la dionée pour qu'elle se referme. On sait qu'il y a des petits poils sensitifs à l'intérieur de ce piège, et qu'il faut que la mouche ou l'insecte touche deux de ces poils dans un intervalle de moins de 30 secondes pour que la feuille se referme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier stimulus, le premier contact, fait augmenter la quantité d'une substance qui provoque la fermeture, mais en deçà du seuil qui permet la fermeture. Et peu à peu, la quantité de cette substance diminue. Et si vous provoquez assez tôt un deuxième contact, vous réaugmentez la quantité de cette molécule qui va dépasser cette fois-ci le seuil et provoquer la fermeture. Mais si vous attendez trop longtemps, le niveau sera redescendu au niveau de départ et le contact sera considéré comme un premier contact et ne permettra pas de dépasser le seuil de fermeture de la feuille. Donc cette mémoire est en fait donc, une mémoire sur vue moléculaire de la quantité de substance accumulée qui permet la fermeture ou non de cette feuille. Deuxième exemple, plus commun, on sait que plusieurs plantes ont besoin d'exposition au froid pour fleurir, en particulier les plantes bisannuelles, ce qu'on appelle le phénomène de vernalisation. Donc la plante est exposée au froid, et au printemps suivant, les jours rallongent, c'est une plante de jour long, et on voit apparaître les fleurs. Donc là, pas de surprise en soi. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous prenez la même plante, exposée aux mêmes conditions, elle a passé l'hiver au froid, mais au printemps, vous la gardez en conditions artificielles et vous la gardez artificiellement en jour court, qui est la condition dont elle a besoin pour fleurir. Donc, elle ne fleurit pas. Et quelques semaines après, vous la mettez dehors en jour long, et elle va fleurir. Ce qui veut dire que quelque part, cette plante s'est souvenue pendant plusieurs semaines qu'auparavant, elle a été exposée au froid, qui est une condition donc, que je dirais sine qua non. S'il n'y a pas d'exposition au froid, la plante ne fleurira pas, peu importe les conditions qui suivent. Donc cette plante-là, donc pendant plusieurs semaines, a gardé ce souvenir de l'exposition au froid qui lui permet finalement de fleurir. Donc on peut dire, encore une fois, avec les nuances qui s'imposent, que la plante a de la mémoire. Donc tout ceci explique maintenant par des phénomènes qu'on appelle épigénétiques. C'est un terme que vous avez peut-être déjà vu, on en parle maintenant un petit peu dans les médias, donc même sans qu'on sache exactement ce que c'est. Donc on parle d'épigénétiques, ce sont des phénomènes qui permettent justement des souvenirs d'exposition à des conditions particulières. Un exemple ici, vous avez une plante qui est exposée, qui est soumise à une canicule, comme l'été dernier, on l'a connu ici. Donc cette plante soumise à la canicule va se déshydrater, et va souffrir beaucoup de cette période. Et donc, si finalement on a de la pluie, elle va pouvoir s'en remettre, mais elle aura quand même subi un retard important de croissance. Cette même plante, si maintenant elle est exposée une deuxième fois à des conditions de canicule, elle se souvient de cette première exposition et sait, encore une fois avec les nuances qui s'imposent, comment réagir. Et elle va mieux résister à la deuxième période de sécheresse qu'à la première. Donc, on peut dire qu'elle a appris quelque chose, qu'elle s'est souvenue de sa première expérience.
Ça va même plus loin avec ici un schéma un peu plus compliqué. Donc vous avez une plante qui est le parent, vous avez une population en fait de plantes toutes à peu près identiques. Certaines seront infectées par un pathogène, d'autres ne le seront pas. De ces plantes que j'appelle les parents, vous recueillez des graines et vous faites pousser la génération suivante, que vous réinfectez avec le même pathogène. Et on voit, d'après la couleur des plantes, donc celles de droite sont nettement plus vertes, en meilleure santé que celles de gauche qui sont jaunâtres. C'est-à-dire que ces plantes qui, a priori, sont identiques, ne réagissent pas de la même façon aux pathogènes, parce que les plantes ici de droite, toujours entre guillemets, se souviennent que, à la génération précédente, leurs parents ont été soumis à cette condition et savent déjà comment se comporter. Donc on parle d'une mémoire épigénétique, cette fois-là, qui est entre générations différentes. Et si je termine, on peut aller plus loin. On peut reproduire l'expérience, reprendre des graines de ces plantes-là, les faire pousser les plantes, réinfecter, et se rendre compte qu'à la deuxième génération, on a encore une meilleure résistance qu'à la première génération. Donc on a renforcé la mémoire de cette résistance au stress. J'avoue, M. Vernet, que ça devient de plus en plus troublant. C'est encore une fois des propriétés de mémoire, c'est vrai qu'avec les précautions et les guillemets qui s'imposent, mais néanmoins, ces propriétés, elles existent chez les animaux. Et chez les animaux, on dit, il y a de l'intelligence, de conscience et même d'émotion, on le sait maintenant. Au début de cette interview, vous avez mentionné des chercheurs qui n'hésitent pas à qualifier les plantes d'intelligentes. Est-ce l'opinion qui prévaut dans la majorité des scientifiques ou comment faut-il interpréter tout ce que vous nous avez présenté? Oui, c'est là qu'on entre dans une grande confusion. C'est qu'effectivement, tout ce que je vous ai montré là, qui est tout à fait véridique et vérifié, nous montre que les plantes possèdent des propriétés qui sont tout à fait formidables. Mais le problème reste, comme je le disais tout à l'heure, un problème de sémantique. Percevoir la lumière, ce n'est pas voir, au sens que l'on donne au terme de voir, parce qu'encore une fois, voir, c'est faire une image dans le cerveau. Percevoir des vibrations, ce n'est pas entendre, mais on emploie le terme parce que c'est celui qu'on associe habituellement donc, aux signaux sonores. Détecter la présence d'un obstacle, d'une autre plante, ce n'est pas savoir qu'il est là, ce n'est pas nécessairement de la conscience. S'ajuster à son environnement, ce n'est pas justement être conscient. Les bactéries le font très bien d'ailleurs. Échanger des signaux chimiques, c'est une forme de communication, mais ce n'est pas parler. Il n'y a pas un langage avec une sémantique bien précise. Choisir entre différentes possibilités, fleurir, ne pas fleurir, germer, ne pas germer, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas élaborer une stratégie. Et conserver une trace d'un événement, que ce soit physiologique, que ce soit de l'épigénétique, comme je mentionnais, cette trace de l'événement qui se retrouve au niveau des gènes, ce n'est pas la même chose que se souvenir, qui est un événement au niveau du cerveau, encore une fois, qu'on retrouve chez l'animal et pas chez la plante. Donc ce n'est pas comme avoir de la mémoire. Et pour la question de l'animal, justement, c'est là que ça se complique, parce qu'on nous dit justement, ben, les propriétés des plantes sont les mêmes que les animaux sont intelligents, donc les plantes sont intelligentes. C'est un raisonnement logique qui en fait pêche beaucoup parce qu'il n'est pas du tout logique. Parce que si on regarde le monde animal et qu'on veut comparer des choses comparables, on se rendra compte que les animaux ont des réponses du même type que les plantes, qu'on ne va pas associer à l'intelligence des plantes. Donc, je présente deux ou trois exemples pour illustrer. Le cas ici du lièvre. Donc, on sait que le lièvre, l'hiver, change de couleur. Il devient blanc. Ça, on le voit moins. Et donc, il passe de brun l'été à blanc l'hiver. Donc, c'est une adaptation à son environnement qui lui permet d'avoir des meilleures chances de survie. Pas de doute que le lièvre, le lapin sont des animaux intelligents. Mais est-ce qu'on dira que cette manifestation de l'adaptation du lièvre est une forme d'intelligence? Est-ce qu'on dira, regardez, ce lièvre, il est tellement intelligent qu'il a changé de couleur, alors que son compagnon, qui lui est plus bête, n'a pas changé de couleur? Donc, ce n'est pas une manifestation d'intelligence, c'est une adaptation physiologique qui se fait sans passer par une réaction consciente ou intelligente. Et en passant, cette photo où on voit à la fois un lièvre brun et un lièvre brun et un blanc, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. On le voit maintenant à cause du réchauffement climatique. Donc le changement de couleur est moins prononcé maintenant et moins systématique. Mais pour moi, ce n'est pas une manifestation de l'intelligence de l'animal. Deuxième exemple qui nous rapproche beaucoup de l'actualité, le système immunitaire. Donc on sait que pour bien des maladies, si on a été malade une fois, on n'aura pas de nouveau cette maladie. Si on a eu la rougeole, on n'aura pas une autre fois la rougeole.
Donc, parce qu'on sait que la première réponse du système immunitaire de la plante est relativement lente, elle prend 6 ou 7 jours, et qu'elle sera relativement faible. Donc, vous êtes confronté à un virus pour la première fois, vous êtes malade. Mais le système immunitaire conserve la mémoire de cette rencontre. Et si vous êtes confronté au même pathogène une deuxième fois, non seulement la réponse sera plus rapide, en 2 jours, mais elle sera beaucoup plus forte. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Mais encore une fois, vous ne direz pas à quelqu'un qui est exposé au virus de la rougeole à 40 ans et qui n'est pas malade, on dirait pas, ah, tu es intelligent, tu as réussi à combattre la maladie. Ce n'est pas une manifestation d'intelligence ou de la conscience. C'est un phénomène qui se produit naturellement au niveau physiologique. Et je vais même voulu aller plus loin que notre exemple très, très abstrait ici. On imagine un système, quoi que ce soit ici, avec une réponse, donc indiquée par la flèche, qui nécessite 2 stimulus. Il faut à la fois qu'il y ait de l'obscurité et qu'il y ait du mouvement. Si vous n'avez que de la lumière, si vous n'avez que l'obscurité ou que du mouvement, j'ai mis égal, pas de changement. Et évidemment, si à la fois vous avez ni un ni l'autre, il ne se passe rien. Donc la seule façon d'avoir une réponse, c'est d'avoir 2 stimulus différents. Et en plus, j'ajoute que ce système, cette réponse, elle sera d'une durée déterminée. Et elle va s'arrêter par elle-même et pourra reprendre plus tard. Donc il y a une notion là aussi de réponse différée dans le temps avec une mesure du temps. Donc ça paraît un système qu'on pourrait facilement qualifier d'intelligent. Et ce que je vous montre là, c'est un détecteur de mouvement associé à une lumière, un spot qu'on installe chez sa maison. Donc on sait que ce détecteur va faire allumer le spot si à la fois il fait noir, ça ne sert à rien de faire allumer la lumière dans le jour, et donc s'il y a du mouvement. Donc c'est un système très sophistiqué. Je crois que personne ne va dire que ce détecteur de mouvement est intelligent, ou qu'il a de la conscience, ou qu'il a des émotions, quoi que ce soit. Donc juste pour démontrer un petit peu par l'absurde qu'il ne suffit pas de dire qu'on a un système qui répond à son environnement pour dire que c'est un système intelligent. Et vous posez la question du consensus chez les chercheurs. Et ce qui est assez clair, c'est que les chercheurs, en très grande majorité, ne vont pas considérer que les plantes sont intelligentes, au sens, encore une fois, d'avoir de la conscience, des émotions et des sentiments. Donc, vous voyez, il y a une opinion très claire ici, hein, si je traduis littéralement. Les plantes ne possèdent pas de conscience, mais surtout, n'en ont pas besoin. Elles fonctionnent très bien sans cet aspect-là de leur capacité. Et il y a des chercheurs qui sont un petit peu moins diplomates, hein, donc vous voyez ici les titres. Hein, donc, est-ce que les plantes sont intelligentes ou bien est-ce que les études qui montrent supposément l'intelligence des plantes ne sont pas des études stupides ou mal conçues? Et malheureusement, c'est parfois le cas. Et ça m'a fait rire une fois de voir que ce genre de recherche où on décide à l'avance, et je reviendrai de la réponse, ben, mène à des phases un peu particulières. Donc ici, on cherchait un petit peu un réflexe de type pavlovien. Donc on expose la plante à tel stimuli et ça provoque toujours telle réponse. Donc on nous dit, ben, ce qu'on appelle cette réponse conditionnée, lorsqu'on l'observe, c'est une bonne indication qu'il y a de l'apprentissage chez la plante. Mais lorsque ça ne marche pas, ben, ça n'indique pas qu'il n'y a pas d'apprentissage. Donc, encore une fois, quand on veut absolument avoir raison, ben, on a toujours raison, mais donc c'est pas très, très scientifique et pas très rigoureux comme approche. Ah oui, ça va dans le sens de ce qu'on vient de se dire et finalement, on peut revenir tout à fait au début et encore une fois dire: «Mais l'intelligence, c'est quoi?» Mmh. Et c'est peut-être une question qu'il faut poser aux philosophes, parce que les scientifiques et les chimistes et les biologistes et les physiciens, eux, ils ont leurs réponses. C'est peut-être aux philosophes d'apporter un peu plus de réponses à cette question. Alors oui, plante intelligente, consciente ou pas, est-ce que, pour aller plus loin, vous pouvez nous recommander éventuellement des ouvrages pour approfondir? C'est passionnant comme sujet, donc est-ce qu'on peut aller plus loin? Certainement. D'abord, pour revenir à la question de départ, comme vous le disiez, les plantes sont-elles intelligentes? C'est une question, oui, qu'on peut poser aux philosophes, parce que c'est une question qui dépend de la définition de l'intelligence. Donc, si on dit l'intelligence, c'est être capable de percevoir son environnement, d'y répondre, de s'y adapter, clairement, oui, les plantes sont intelligentes. Mais à ce titre-là, les animaux sont intelligents, les bactéries sont intelligentes et tous les êtres vivants sont intelligents parce que la nature même de la vie, c'est d'être capable de percevoir son environnement et d'y répondre. Si on dit l'intelligence, c'est d'avoir des comportements intelligents, on entre déjà plus dans des notions difficiles.
ben, de nouveau, on dira ben, oui ou non selon la définition précise qu'on prend l'intelligence. Si on prend la définition du dictionnaire Larousse ou d'un autre dictionnaire ou d'un philosophe ou d'un autre, on aura différentes définitions. Et d'après les caractères qu'on a vus des plantes, ben, on répondra oui ou non. Là où pour moi c'est très clair, ou du moins où la science rigoureuse n'a pas amené aucun élément en train de le prouver, c'est qu'on n'a aucun élément qui prouve que les plantes sont conscientes, qu'elles pensent, qu'elles ont des émotions, qu'elles sont altruistes ou qu'elles sont solidaires. Donc là, il n'y a vraiment aucun élément sérieux qui permet de faire cette affirmation. Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que ces ouvrages qui disent les plantes intelligentes sont tellement lus, tellement connus, tellement commentés? J'ai identifié, pour faire peut-être un petit peu de philosophie justement, 3 types de réponses. D'abord, la tentation du spectaculaire. C'est beaucoup plus vendeur, intéressant de dire les plantes sont intelligentes que de dire attention, les plantes ont des propriétés formidables, mais ça ne veut pas dire que, et donc d'amener toutes les nuances qui s'imposent, donc ça c'est moins vendeur. Donc aujourd'hui, on fait des choses qui passent à la télé en 30 secondes. Donc on dit les plantes sont intelligentes, c'est formidable, elles ont des émotions, et puis voilà, on fait du reportage. Donc c'est ce que j'appelle la tentation du spectaculaire, du marketing, de ce qui se vend bien. La tentation, toujours omniprésente, de l'anthropocentrisme. Donc on sait aujourd'hui que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. On sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers. On sait que l'homme n'est pas au sommet de la création. Donc, et là, c'est l'article d'un chercheur très sérieux qui nous dit justement, ben, l'arbre est tellement différent de l'humain, de l'animal, qu'on pourrait dire que c'est un alien sur la Terre. Et ça me fait rire de 2 façons. Déjà, je reviens à ma figure de tout à l'heure. Ben, on a vu que les plantes étaient là bien avant nous. Donc en fait, les aliens, c'est nous. Et le fait que l'arbre soit très différent, pour moi, ce n'est pas un problème en ce sens, on n'a pas à tout ramener à l'homme. Donc l'homme, les animaux et les plantes sont très différents. Il n'y en a pas l'un ou l'autre qui est mieux que l'autre, donc ils sont différents, point. Mais cette tentation, c'est de toujours comparer à l'humain, et donc ce qui est, et de devoir attribuer donc aux plantes des caractères qui sont humains ou animaux. Et le principal problème est là, qui est malheureusement très répandu, et pas juste à la question de l'intelligence des plantes, c'est la question de la démarche scientifique. Avec ces chercheurs ou pseudo-chercheurs qui ne posent pas des questions, mais qui partent d'une affirmation ou d'une conviction. Les plantes sont intelligentes. Et à partir du moment où on parle d'une conviction, nécessairement, les résultats vont aller dans le sens de cette conviction. Ou, pour prendre un autre terme d'actualité, sans donner le nom, je décide que tel médicament traite telle maladie. Donc, forcément, les expériences que je fais par la suite vont démontrer que le médicament traite la maladie. Alors que la bonne démarche scientifique, c'est de dire, c'est de poser une question. Les plantes sont-elles intelligentes? Et on se fiche de la réponse. Ça sera oui ou ça sera non, mais on n'est pas biaisé dès le départ. Et c'est malheureusement le cas de ces études qui cherchent à montrer l'intelligence des plantes. Donc, la conclusion, avant de répondre à la question sur les ouvrages de référence, donc, et ça nous ramène à l'anthropocentrisme, donc ne pas essayer absolument d'attribuer aux plantes des intentions, ou des comportements, ou des sentiments humains. Les plantes sont tout à fait fascinantes, même si elles ne sont pas comme nous. Et je dirais même plus, elles sont d'autant plus fascinantes qu'elles ne sont pas comme nous. Donc, des ouvrages sérieux, intéressants, il y en existe. J'en mentionne 3 ici. Il y en a plusieurs autres. Et ce qu'on constate, première chose, les titres sont moins accrocheurs. Hein. Il n'est pas question de secret qu'on va vous révéler. Il n'est pas question de quoi que ce soit. Les titres sont très modestes, je dirais. La plante et ses sens. On ne peut pas faire plus banal comme titre. Et pourtant, le contenu est très, très sérieux. Même chose, hein, sur la forêt. Donc, on parle ici des relations symbiotiques avec les champignons dans le sol. Donc voilà, pour survivre, il faut des alliés. Donc on ne dit pas que c'est la vie secrète des plantes, hein, parce que tout le monde sait que ça existe. Et on vous explique ce que c'est. Donc un chercheur que je connais un petit peu, et le dernier ouvrage, hein, Jamais seul, encore une fois, revient sur cette notion que les plantes se développent, comme les animaux, par plein de relations avec d'autres êtres vivants. Et par rapport aux ouvrages que j'ai mentionnés en début de présentation, qui sont vendus à des millions d'exemplaires, mais ceux-ci donc, sont vendus à quelques milliers d'exemplaires. Et malheureusement, c'est ceux-là qu'on devrait lire parce que ceux-là sont très sérieux. Donc, la conclusion de tout ceci, hein, je n'ai pas voulu vous dire que les plantes ne sont pas intéressantes, j'espère, au contraire, hein, même si moi je considère qu'elles n'ont pas la même forme d'intelligence que nous, elles sont fascinantes, elles ont des propriétés qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, si vous avez suivi jusqu'à la fin de cette conférence, c'est que les plantes vous intéressent. Donc, continuez de penser aux plantes, mais en gardant en tête que les plantes, elles ne pensent pas à vous. Et c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas intéressantes. Merci de votre attention.
Quelle belle manière de conclure cet exposé. C'est certainement pas une question. On est tous convaincus que manger des plantes et des fruits et des légumes, c'est bon et c'est recommandé et c'est très bien pour la planète. Merci Monsieur Bernier. Et puis merci à tous ceux qui ont assisté et sont restés jusqu'au bout de cette conférence. On se retrouve tout de suite dans quelques minutes pour notre direct avec François Bernier. Et donc à tout de suite et merci à tous.